Concours d'intégration dans la fonction publique, 64 504 candidatures, toutes spécialités confondues, se lancent dans la course. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social était ce matin au lycée Ba Aminata Diallo pour le lancement. Dans ce journal-là, vous entendrez le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale depuis le Maroc, Abdoulaye Diop, en marge de la réunion ministérielle de concertation, a eu un entretien cordial et fraternel avec son homologue marocain. Écho de notre outil de défense également dans cette édition avec une série de frappes de drones dans la localité de Tinzaouaten, non loin de la frontière algérienne. L'opération a permis de neutraliser les terroristes et détruire des matériels. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre a présidé ce samedi à Ségou le Grand Prix de la course hippique du président de la transition. L'événement a réuni plusieurs personnalités venues de Bamako et de Ségou. C'est le cheval numéro 6, Banene, qui a remporté le premier prix. Après avoir remis le trophée au vainqueur, le Premier ministre a donné ses impressions. Nous l'écoutons au micro de Alucéline Touré. C'est une impression de joie et de grande satisfaction. L'ambiance que je constate ici, le nombre de jeunes, ceux qui sont accompagnés par leurs parents, indique clairement que le président, comme il a l'habitude de dire aux jeunes, qu'il est lui-même jeune, donc les jeunes le poussent devant, que le Mali, à partir de la prise de Kidal et Aguelok avant-hier, maintenant ne monte plus en puissance, mais regagne ses lettres de noblesse dans l'histoire de l'Afrique. Je pense que toutes ces activités dédiées à la personne du président de la transition, ce n'est pas seulement le côté festif, le côté sportif, mais il y a le côté réflexion et reconnaissance des Maliens vis-à-vis de ce qui est en train de se passer dans notre pays. Notre peuple a retrouvé l'espoir. Notre peuple a retrouvé confiance en lui-même. Je crois qu'avec l'espoir et la confiance en lui-même, rien désormais ne lui est impossible. C'est donc ce message-là que je voudrais adresser aux Maliens. Renforcez votre confiance, votre espoir et faites foi au président de la transition et à toute l'équipe qui l'entoure. Nous n'allons pas démériter, Inch'Allah. En marge de la cérémonie officielle des phases nationales des États généraux de la jeunesse qui s'est tenue au Centre international de conférences de Bamako, nous avons recueilli quelques réactions des délégués venus de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Au cours de cette cérémonie, les jeunes ont remis le document contenant la synthèse des recommandations faites lors de cette rencontre d'échange. Abdoulaye Sako. La jeunesse est la pièce maîtresse du pays. Donc nous sommes résolus à construire ce pays. Nous voulons lutter contre tout ce qui n'est pas conforme aux lois et règles de ce pays. Et appeler toute la jeunesse malienne comme un seul homme à bâtir ce pays qui est attendu devant les nations du monde entier. S'il prête à Dieu, le président de la transition ne va jamais échouer parce que la jeunesse malienne est derrière lui comme un seul homme. Les recommandations ont porté sur généralement le respect strict des textes et lois qui régissent vraiment le CNJ et aussi le respect strict de l'âge des membres du CNJ et aussi l'implication et la participation accrue des jeunes partout sur l'étendue du territoire malien, dans les espaces de prise de décision et aussi l'implication des jeunes dans la refondation du pays, dans le retour de la paix, la consolidation du vivre ensemble et de la cohésion sociale. On a fait beaucoup de propositions de thématique 1 jusqu'à thématique 6. On a demandé à l'État malien que la diaspora malienne soit intégrée dans tous les services, surtout à la CNT et puis au gouvernement. De veiller beaucoup sur les jeunes ruraux, les jeunes qui sont dans les campagnes, qui sont des fois retrouvés à l'extérieur dans les anarches, dans le terrorisme, de veiller sur eux pour qu'on puisse chercher des emplois pour eux. Ça fait partie de nos recommandations. Et on a demandé encore une journée internationale de la diaspora, uniquement pour les jeunes résidents à l'extérieur du Mali. Et la jeunesse malienne, composant toute la jeunesse malienne vivant au Gabon, sont un
et en unanime que vraiment cet état généraux, c'était une très bonne chose. Il fallait que nous, on prenne notre responsabilité de prendre les billets et venir sur place, venir remercier toute la transition. En tête, le président Assimi Goïta et ainsi que toute la jeunesse malienne. On est venu avec un document bien concis où on a pris les réponses à toutes les questions ou les thématiques au niveau communal sur les 30 communes de la région de Toudeni et la compilation au niveau régional qu'on a menée avec nous. On a pris en compte toutes les propositions de nouvelles communes sur le chômage et puis le manque d'emploi. Et vu aussi que nous sommes dans une zone un peu sablonnée, l'accessible est difficile. Et vraiment, on a pensé à tous les déficits de la jeunesse qu'on a pris en compte, qui sont cités dans le site thématique. Votre réaction par rapport au discours du chef de l'État? Ma réaction par rapport au discours du chef de l'État, elle est très grande. Parce que le chef de l'État nous a montré qu'il est jeune comme nous et que nous devrons s'impliquer dans la dynamique pour aider le Mali. Et que s'il échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. C'est un grand défi qui est lancé au regard de la jeunesse malienne. Voilà des réactions recueillies lors de la cérémonie de clôture des États généraux de la jeunesse. Et au cours de cette cérémonie, les jeunes ont remis le document contenant la synthèse des recommandations faites lors de cette rencontre au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Hommage au général d'armée Moussa Traoré, c'est un ouvrage de 340 pages signé par le duo Choguel Kokala Maïga et Isiaka Amadou Singare. Tous deux cheminant ensemble dans le mouvement patriotique pour le renouveau MPR. Pourquoi un tel livre au moment où certains concitoyens les taxent depuis longtemps de raviver la restauration du régime démocratique? Quel bilan pour vaincre le mouvement démocratique? Autant d'interrogations que tente de répondre un des duos. C'était ce matin à la Maison de la Presse, la cérémonie de lancement de l'ouvrage Alpha Maïga. À la Maison de la Presse, cette première édition de ce livre édité aux Édices passe en revue le milieu familial de Moussa Traoré. Aussi, son accession au pouvoir et les raisons du coup d'État perpétré contre Modibo Keïta jusqu'à l'exercice de son pouvoir 23 ans durant. Il ne s'agit pas de restauration, il s'agit d'un devoir de mémoire. Nous voulons témoigner afin que les mensonges d'aujourd'hui ne deviennent les vérités de demain. Nous voulons apporter notre contribution au nécessaire débat d'idées sur l'histoire contemporaine de la République du Mali à l'attention des jeunes générations afin qu'ils puissent se faire des repères. Pour les auteurs de cet ouvrage paru 3 ans après la disparition de son héros qui est bien magnifié, Moussa Traoré s'est solidarisé avec les opprimés aux côtés des peuples en lutte pour leur liberté. C'est du moins ce qui ressort de l'ouvrage. Un homme exceptionnel, un chef d'État d'envergure exceptionnelle, un patriote. Nous avons voulu centrer l'éclairage sur un homme et son œuvre, un homme qui, 3 décennies durant, l'on s'est échiné à faire jeter aux oubliés. Le livre revient également sur la perte du pouvoir de Moussa Traoré en mars 1991 et analyse les causes. À cela s'ajoutent les témoignages de plusieurs personnalités et grandes plumes de ce monde. Siradou Diallo de Jeune Afrique, Ahmed Mohamed Ag Amani et le capitaine Dakou. Le serment de servir avec fidélité et honneur son peuple exige un don de soi à ce peuple qu'on place les intérêts supérieurs du peuple au-dessus de tout, a dit le général Moussa Traoré avant sa mort. Concours d'intégration dans la fonction publique, 64 504 candidatures, toutes spécialités confondues, se lancent dans la course. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social était ce matin au lycée Baminata Diallo en compagnie de ses collègues de l'agriculture et de la santé pour le lancement. Transparence, vigilance, efforts personnels sont les conseils donnés par les membres du gouvernement. Fademba Keïta. Compétition très ardue car tous les 64 504 candidats inscrits cherchent à être
parmi les 1489 à intégrer dans la fonction publique de l'État. Répartis entre 6 régions et le district de Bamako, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social donne l'assurance. Seuls les plus méritants seront parmi cet effectif à recruter. Selon lui, toutes les dispositions techniques et pratiques sont prises pour le bon déroulement du concours. Il l'avoue dans la salle 2 du centre du lycée Bam Nata Diallo où postulent les ingénieurs et techniciens de l'agriculture et du génie rural. C'est devant 2 de ses collègues, le gouverneur du district de Bamako, les surveillants et les candidats, que l'enveloppe de l'épreuve technique portant sur l'aménagement hydro-agricole est ouverte. Preuve d'un début de transparence dans l'organisation. Nous avons 64 504 candidats qui ont déposé leur dossier dans le centre de Bamako et dans les 6 régions qui sont Kaï, Sikasso, Sékou, Mopti, Tombouctou et Gao. Donc on va clôturer par la santé, qui est le plus gros effectif. Aujourd'hui, le conseil que nous pouvons donner aux candidats, c'est qu'un concours, c'est une compétition. C'est une compétition, ça veut dire que les meilleurs vont passer. Il faut que les jeunes soient rassurés. Les parents des candidats aussi soient rassurés sur ce point-là, que nous engageons à faire un concours propre, basé sur l'équité, l'égalité, la justice et la transparence. Dans ce centre, c'est-à-dire au lycée Bam Nata Diallo, ils sont 2033 candidats répartis entre 34 salles. Et ils sont là pour la cause nationale. Donc, c'est ceux qui vont sortir des examens. Il faut que ce soit des résultats propres et incontestables. On est là également pour veiller à la transparence des épreuves. Ce concours de recrutement dans la fonction publique de l'État, lancé ce 23 décembre 2023, prend fin le 31 du mois. Il se déroulera tous les jours, excepté le 25 décembre, jour de Noël. À l'invitation de Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a pris part à la réunion ministérielle de concertation qui vise à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Cette réunion est une initiative du roi Mohamed VI. Du haut de cette tribune, le ministre Diop s'est prononcé sur les modalités de mise à niveau d'interconnexion des infrastructures de transport et de communication afin de renforcer l'intégration régionale. Écoutons le ministre Diop avec nos envoyés spéciaux Chaka Konaté et Djili Marandiabaté. Le Mali se reconnaît parfaitement dans l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI en faveur des États du Sahel, annoncée lors du discours prononcé le 6 novembre 2023 à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche verte. Le choix de cette célébration, dont l'enjeu revêt une importance particulière pour le Royaume du Maroc, pour lancer une telle initiative en faveur des États du Sahel, marque l'attention que mon pays, le Mali, mon frère cher Nasser Bourita accorde au développement des États du Sahel à travers leur désenclavement. Offrir de l'eau, c'est offrir la vie. Le Maroc a choisi d'offrir la mer à des États enclavés. Pour un État comme le Mali, vaste de plus de 1 million de carrés et entouré par 7 voisins, cette offre représente une opportunité sur bien d'aspects. Tout d'abord, et comme prévu dans le dispositif annoncé par les plus hautes autorités marocaines, l'accès de nos États à la mer passe par la réhabilitation et la mise à niveau des infrastructures et des connexions aux réseaux de transport et de communication implantés dans leur environnement régional. Ce désenclavement permettra de dynamiser les échanges, tant au niveau intra-africain qu'avec le reste du monde, toute chose qui aura un impact sur nos économies, notamment en permettant de mieux écouler nos produits, de mieux participer au commerce mondial et ainsi d'améliorer la balance commerciale de nos États. Mais surtout,
et au nombre des perspectives offertes par cette initiative. Je retiens particulièrement celle en lien avec un brassage et une intégration renforcée des pays concernés à travers nos populations. Je crois utile d'insister sur cet aspect, car je sais qu'au centre de nos décisions, et conformément à la vision de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, l'impact positif sur le bien-être de nos populations occupe et occupera une place centrale et prioritaire pour tous nos États. En marge de la réunion ministérielle de concertation dans le cadre de l'initiative du roi Mohamed VI pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a eu ce samedi à Marrakech un entretien cordial et fraternel avec son homologue marocain Nasser Bourita sur des questions bilatérales et sous-régionales d'intérêt commun. Et un communiqué final a sanctionné cette réunion ministérielle. Avec moi sur ce plateau, Ibrahim Traoré, bonsoir. Bonsoir Fouzeni Tunkara. Alors, quelles sont les grandes décisions de cette réunion ministérielle? D'abord, faut-il le rappeler, on prit part à cette réunion les ministres en charge des affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Tchad. Au terme de cette réunion, les ministres ont exprimé leur gratitude à Sa Majesté le roi Mohamed VI pour cette initiative et pour l'offre du royaume du Maroc de mettre à la disposition des États du Sahel ses infrastructures routières, portuaires et ferroviaires en vue de renforcer leur participation au commerce international. Les ministres ont également exprimé l'adhésion de leur pays à cette initiative de portée régionale et internationale. Ils ont convenu de créer une task force nationale dans chaque pays pour préparer et proposer les modalités d'opérationnalisation de cette initiative. Ils ont souligné l'importance stratégique de cette initiative qui s'inscrit dans le cadre des mesures de solidarité agissantes de Sa Majesté le roi Mohamed VI envers les pays africains frères en général et du Sahel en particulier, et qui offre de grandes opportunités pour la transformation économique de l'ensemble de la région, en ce qu'elle contribuera donc à l'accélération de la connectivité régionale et des flux commerciaux et à la prospérité partagée dans la région du Sahel. Ils ont également salué l'approche inclusive et participative en vue de la concrétisation de cette initiative et affirmer leur ambition commune de consolider les relations de coopération à travers des partenariats conjoints multisectoriels, structurants et novateurs, reflétant les valeurs de la coopération sud-sud et du co-développement. Aussi ont-ils convenu également de procéder dans les meilleurs délais à la finalisation des propositions à soumettre à la très haute attention de Sa Majesté le roi Mohamed VI et de ses frères, les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Tchad. Merci beaucoup Ibrahim Traoré pour nous avoir donné les grandes lignes de cette rencontre depuis le Maroc. États généraux de l'éducation, les travaux du 21 décembre 2023 étaient axés sur les dysfonctionnements au niveau de l'enseignement supérieur. On note par exemple l'insuffisance des infrastructures pédagogiques et d'enseignants-chercheurs. Fadema Keïta. Les 75 membres des États généraux de l'éducation et certains enseignants-chercheurs établis à l'extérieur sont à la recherche des alternatives afin de résoudre les crises multiformes que connaît l'enseignement supérieur. Effectif croissant des étudiants qui passe de 4,75% en 2019 à 38,82% en 2021 et 2022, ce qui pose un récurrent problème d'infrastructures pédagogiques, notamment de salles, d'amphithéâtres, de laboratoires et autres. Dans les statistiques, les enseignants-chercheurs sont au nombre de 2003, dont 22,27% de femmes. Cependant, l'analyse de leur disponibilité, leur position statutaire, plus de 15% de ces enseignants sont indisponibles pour dispenser des cours pour raison de détachement, de congés de formation ou de disponibilité. On a réuni vraiment des acteurs clés pour approfondir la réflexion sur les stratégies, vraiment les propositions de stratégies à formuler pour vraiment relancer, améliorer la qualité de l'enseignement sur la recherche scientifique afin qu'elle profite vraiment au développement socio-économique du Mali.
L'espace, c'est de faire des propositions pour pouvoir adapter les moyens aux contraintes qui seraient identifiées par les professionnels. Cette rencontre concerne des discussions sur les problèmes spécifiques de l'enseignement supérieur. Certains des professeurs qui ont pris part au congrès des physiciens d'Afrique de l'Ouest sont présents ici pour réfléchir sur des thématiques concernant l'enseignement supérieur, notamment la gouvernance du secteur, la question de la qualité donc de la formation en relation avec les marchés du travail, la question de la promotion de la recherche scientifique et de l'innovation technologique et la question du financement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il s'agit des problèmes de l'enseignement supérieur qui vont être passés au crible et autour desquels des recommandations, des propositions vont être faites pour aider les décideurs. Si le lancement en 2017 du Fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique a été salutaire, des solutions dirigeantes doivent être trouvées à l'insuffisance des ressources financières et humaines, à la vétusté des équipements, à la faible valorisation des résultats de la recherche. À ceci s'ajoute le défi de mobilisation des ressources adéquates pour soutenir la recherche nationale et l'aligner sur les besoins et intérêts du pays. Parlons à présent des travaux de l'atelier sur la 4e République, étape de Koulikoro qui vient de prendre fin. Au dire de nos correspondants sur place, l'atelier a mobilisé toutes les couches socio-professionnelles de la 2e région. Boubacar Sissoko. Ces 2 jours d'atelier ont été une véritable immersion pour les participants qui ont été informés des enjeux de la 4e République. Chacun a su son rôle et ses responsabilités en ce qui concerne la nouvelle constitution en vigueur depuis le 22 juillet 2023. Les experts de la question n'ont laissé aucun détail pour convaincre les interlocuteurs du jour. Moi, j'ai fait des interventions sur des questions de corruption, mais aussi sur des questions de la défense civile et militaire. On a présenté en fait l'architecture en termes de défense, le rôle de la défense nationale, le comité national de défense, le rôle des citoyens pour la défense, parce que comme on dit, on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence. Les autorités ont défini la stratégie, l'État a le monopole légitime de la violence, assure la sécurité à la fois des territoires, des populations et des biens. Mais dans ce travail de l'État, les citoyens jouent un grand rôle. Donc il était important que les citoyens comprennent que dans le cadre de la 4e République, ce séminaire est une étape. Il revient aux participants de bien restituer les conclusions des travaux auprès des couches qu'ils ont représentées durant l'atelier. Des victoires certaines et inédites ont été enregistrées sur le plan sécuritaire, notamment à travers la reprise de Kidal et le positionnement de nos forces de défense et de sécurité à Agadam. Il est de notre rôle et de notre responsabilité de créer les conditions pour que le processus de sécurisation de notre pays puisse continuer sans que les commandements militaires et civils aient à se préoccuper de leur arrière, comme le lui permet jusque-là notre peuple, dont la résilience et le patriotisme sont toujours salués par les plus hautes autorités de la transition. La ministre déléguée en charge des réformes a invité les participants à s'inscrire dans la dynamique des réformes enclenchées par les autorités de la transition. Selon elle, le contexte actuel du Mali impose à chaque Malien le don de soi pour la paix et la stabilité du pays. L'armée malienne poursuit les terroristes jusque dans leur dernier retranchement dans la localité de Tinzaouaten, non loin de la frontière algérienne. Les drones ont procédé à des frappes du jeudi 21 au vendredi 22 décembre 2023. Ces opérations aériennes précises ont permis de neutraliser les terroristes et détruire des matériels. Ce soir, dans ce journal, Abdoulaye Sako revient sur les opérations qui dénotent une fois de plus du professionnalisme des FAMA dans la lutte contre le terrorisme. Les forces armées maliennes sont en alerte sur le terrain. C'est ainsi qu'entre la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 décembre 2023, les vecteurs aériens ont procédé à des frappes chirurgicales sur des positions terroristes dans la localité de Tinzaouaten, à la frontière algérienne. Au total, 6 frappes ciblées ont été menées. Plusieurs terroristes neutralisés et une importante quantité de matériel roulant détruite. Flashback. Le jeudi soir, après le repérage de la colonne terroriste, les vecteurs se mettent en position, observent et préparent l'attaque.
première frappe. 2 véhicules sont détruits simultanément. Le même jeudi soir, quelque temps après la première frappe, le drone reconnaît un autre véhicule pick-up et des individus qui se préparaient à monter à bord. Il les frappe. Le vendredi 22 décembre, tôt le matin, un 3e véhicule en mouvement s'immobilise. Un occupant descend et un autre s'approche. Le drone frappe et l'on peut apercevoir certains terroristes prendre la fuite. Vendredi matin toujours, le drone poursuit un véhicule dans sa course et le détruit. En début d'après-midi, les vecteurs aériens poursuivent leur mission de reconnaissance au cours de laquelle ils frappent un véhicule partiellement endommagé. Enfin, la 6e frappe a permis de détruire le véhicule et ses occupants qui tentaient de s'échapper suite à la frappe précédente et qui étaient revenus près du véhicule. Les opérations de ratissage se poursuivent avec professionnalisme et abnégation. La sécurisation des personnes et de leurs biens est une priorité des autorités de la transition. Le groupement tactique d'interarmes, le GTA Tama, désormais opérationnel avec à sa tête le commandant Michel Koné. Il est composé de 450 hommes, tous dévoués pour la défense de la patrie. Le chef du GTI Tama a reçu son étendard devant les chefs militaires et s'engage à relever les défis sécuritaires. Commentaire à Boubacar Kanouti avec les images de la DIRPA. La place d'armes de la garde nationale a servi de cadre ce 22 décembre 2023 à la cérémonie officielle de la remise d'étendard au groupement tactique d'intervention GTA Tama. Un GTA composé de 450 hommes, soit 3 compagnies d'infanterie et d'un état-major. La remise d'étendard à une unité opérationnelle est plus qu'une tradition au sein des forces armées et de la sécurité. À ce jour, l'état-major de la garde nationale du Mali opérationnalise son deuxième GTI, à savoir Tama, qui intervient après celle du GTI Scorpion. Et très prochainement, le GTI Nampé, en attente de sa formation de préparation avant déploiement, sera opérationnalisé pour renforcer davantage la lutte contre le terrorisme. C'est GTA Tama qui sera engagé sur la voie ferroviaire. Nous réconforte davantage parce que, en plus de leur mission régalienne, ils vont apporter encore du sourire à travers les populations qu'ils vont sécuriser le long des rails. Et aujourd'hui, l'épicentre de notre outil, c'est l'homme. Pour sa part, le commandant du GTA Tama, le commandant Michel Koné, a affirmé que ce GTA a été créé par le chef d'état-major général des armées pour renforcer les unités engagées sur les différents théâtres d'opération. Le groupement tactique d'intervention Tama, dans le cadre du plan Maliko, va participer aux missions de défense opérationnelle du territoire, de sécurisation des personnes et leurs biens, afin de contribuer à l'exercice de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national et faciliter la relance des activités ferroviaires. La revue des troupes, de défilés militaires et la photo des familles ont été les temps forts de cette cérémonie. Déjà connu sur le théâtre des opérations, le général de division Elhadj Gamou, 10 jours après son installation à Kidal, imprime sa marque, la rigueur dans le travail, le contact permanent avec toutes les couches de la région pour prêcher la paix, le respect de l'autorité de l'État, mais surtout le retour des déplacés. Sidi El Mehdi Ag Albaka, Benoko Fofana et Taeb Adjawiakoui. L'assurance qui se dégage de ces appels au retour, la confiance que sa démarche installe auprès des populations, l'approche de gouvernance utilisée depuis son entrée en fonction, le label Elhadj Gamou révèle déjà son efficacité, en témoigne la forte adhésion des populations de Kidal à sa stratégie. La vision du gouverneur est salutaire, car il est venu avec tous les services sociaux de base. Maintenant, il ne reste plus qu'à commencer le travail proprement dit.
Le fait que l'administration soit au complet avec le gouverneur de région est une première dans la région de Kidal. Nous sommes très contents de cela. Toute chose qui favorisera la paix et le respect de l'autorité de l'État. El Hadj, tu es une lumière pour nous. Pour la paix, ta démarche est salutaire. Que le bon Dieu puisse te récompenser. Le retour progressif et quotidien de déplacés est bien enclenché. Hier, c'est le quartier Angamali qui a enregistré la deuxième vague de familles de déplacés et plusieurs autres sont attendus pour la fin de la semaine. Nous sommes de retour chez nous à Kidal pour répondre à l'appel du gouverneur qui nous a beaucoup rassurés. À toutes les occasions, le gouverneur de Kidal rappelle que nous n'avons qu'un seul pays à protéger et à défendre dans l'intérêt de nos enfants, car le Mali est et demeure notre patrimoine commun. Après les installations, les membres de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation de Badangara ont été outillés sur les techniques modernes de médiation et de gestion des conflits. Les commentaires de Mohamed Sankari. Après avoir été officiellement renvoyés dans leur fonction de consolidation de la paix et du bon vivre ensemble entre toutes les composantes de la région de Bandiagara, les membres de la nouvelle équipe régionale d'appui à la réconciliation ont suivi pendant 3 jours une formation sur les techniques de médiation. Il s'agit de renforcer la capacité des participants sur les stratégies à mener pour un bon vivre ensemble à Bandiagara. L'objectif recherché par le ministère de la Réconciliation, c'est d'abord un maillage de réconciliation de tous les territoires. Donc cette équipe, leur objectif, c'est vraiment la recherche de la paix, la gestion de conflits, la réconciliation nationale. Outillés sur plusieurs thématiques telles que le mécanisme de prévention et de gestion des conflits, outils de la médiation en termes de communication, leadership, attitude face aux conflits, entre autres. Les participants sont désormais capables d'aider les autorités régionales à la pacification et à la stabilisation de la région. Je demeure convaincu que chacun de vous ici présent sera en mesure, après avoir bénéficié de cette formation, de contribuer activement au retour de la paix, au rétablissement des liens sociaux, culturels de notre nation, le Mali. À l'issue de la formation, des certificats ont été décernés aux participants. À rappeler que cette nouvelle équipe régionale d'appui à la réconciliation de Bandiagara est composée d'une équipe mixte de 10 membres de la région, dont 3 de Koro et de Bankas et 4 de Bandiagara. Le gouverneur de la région de Kita, dans la ferme de 3 poules et à l'unité de transformation du beurre de karité. Objectif, encourager la nouvelle génération à investir dans le secteur de l'élevage et dans la transformation de nos produits locaux. De Kita à la correspondance de Mahamadi Alioubari. À la ferme de 3 poules, première étape de cette visite du gouverneur de Kita, l'exécutif a fait le tour des différents compartiments de l'unité de l'élevage. Sur une superficie de 8 hectares, le promoteur emploie 5 manœuvres pour l'entretien et l'exploitation de plus de 3000 pondeuses, des moutons, des chèvres, entre autres. Le chef de l'entreprise se résume d'une recette de 150 000 francs jour. Pour commencer mes activités, je suis venu avec 3 poules, 2 femelles et puis un mâle. Donc, Dieu faisant bien les choses, ça a beaucoup reçu. C'est pour cela que j'ai renommé la ferme des 3 poules. Ici, j'ai commencé à faire d'autres activités comme la culture. Et puis, j'ai des races aussi qui sont différentes des pondeuses, comme les races locales. Le développement du pays vraiment repose sur l'élevage et l'agriculture. Je salue vraiment l'initiative du promoteur et j'encourage la jeune aussi à faire la même chose. Je lance un appel à toute la jeunesse de faire l'autopromotion. À moins de 2 km de la ferme des 3 poules, le gouverneur de la région est allé constater le travail abattu par l'équipe de l'unité de production de beurre de karité de la coopérative Silolo. Ici, dans la commune de Kofeba, la production de beurre de karité semble bien nourrir son homme. Depuis 2012. Notre coopérative a démarré depuis 2012 grâce au jeu de fort. Notre unité de production du beurre de karité nous a permis de connaître le processus de la fabrication du beurre de karité. La localité est réputée pour le savoir-faire traditionnel des femmes constitue aujourd'hui un repère en matière de modernisation de la production du beurre de karité.
Elles sont des milliers de femmes à s'épanouir grâce à l'unité semi-industrielle de transformation de beurre bien installée sur place. Qui parle vraiment du beurre de quartier, parle vraiment de la création d'emplois à travers l'amélioration des conditions de vie des femmes. Aujourd'hui, nous avons 4000 et quelques femmes qui s'occupent de cela en brousse. Et nous avons plus de 100 femmes qui s'occupent de cela dans l'usine. Donc ça nous réconforte beaucoup. Cette visite de l'exécutif régional appréciée par les responsables des deux unités a permis au gouverneur Daouda Maïga d'encourager la nouvelle génération à investir dans le secteur de l'élevage et dans la transformation des produits locaux. Ce sont des unités qui emploient des dizaines de personnes, qui utilisent une technologie bien rodée dans les deux cas. Et nous avons tenu à les visiter en compagnie des services techniques, des médias, pour dire la portée de l'initiative des producteurs à Kita. Les deux unités, la ferme des 3 poules et l'unité de transformation du beurre de karité, Silolo, sont situées sur la route de Kenyeba à 15 km de Kita. Ce secteur privé du développement rural constitue aujourd'hui le poumon de l'économie locale. La ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille était face à la presse et aux organisations de la société civile. Objectif à présenter le cadre de dialogue qu'elle entend instaurer entre le département de la femme et les organisations de la société civile. Sorora Kabiso. Il existe désormais un cadre de concertation formelle entre le département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et les organisations de la société civile, les ONG et les associations fêtières. Pour la première responsable du département de la femme, la mise en place de ce cadre a tout son sens. Puisque nous allons les identifier, les répertorier, donc en cas d'actualité brûlante ou bien en cas de préoccupation qui doit être urgemment prise en compte, nous savons directement vers quelle organisation ou bien vers quel lot d'organisation il faut partir pour traiter cette question afin de venir à une solution immédiate. Pour le ministre Maïga, le combat pour l'autonomisation des femmes et la défense de leurs droits ne saurait être une réalité sans l'implication de toutes les parties prenantes. Tout ce que nous fixons comme objectif aujourd'hui ou comme mission, c'est-à-dire l'autonomisation économique de la femme, l'entrepreneuriat féminin, la protection et la promotion des droits de l'enfant, la consolidation des valeurs familiales. Nous espérons qu'avec ces cadres d'échange, nous allons parvenir avec les organisations de la société civile qui œuvrent d'ailleurs pour la même cause à ces résultats. Des précisions ont été apportées sur le rôle de ce cadre de dialogue dans l'autonomisation des femmes à long et à moyen terme et les attentes du département vis-à-vis de ce cadre. Le cadre de la PEJ procède au bilan des activités menées en 2023 et à la planification de celles à réaliser en 2024. Cette rencontre bilan qui s'est déroulée hier à Ségou était présidée par le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation et professionnelle, Ramata Konaté. L'année 2023 s'achève à la PEJ sous de bons auspices, malgré quelques contraintes liées à la rareté des ressources financières. Celle qu'on peut citer, c'est le lancement des stages de formation professionnelle le 23 novembre, mais il y a aussi la réalisation d'une rue pavée à Lafiabougou, selon l'approche IMO, c'est-à-dire les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Il y a eu également un atelier de plaidoyer et de lobbying pour la recherche de ressources pérennes avec les membres du CNT et aussi le CNPM. Il y a également le placement de 150 jeunes en stage de qualification auprès des ONG dans le domaine de la santé avec un projet USAID. Cette activité que vous avez bien voulu coupler à des sessions d'appropriation et de formation à l'intention des agents des services financiers et des secrétaires, se tient au lendemain du lancement du projet Go Green avec la SNV, celui du 13e programme de stage de formation professionnelle pour 2000 jeunes diplômés, la rentrée de la formation professionnelle. Les cadres de la pêche des régions et du district de Bamako procèdent aussi à la planification des activités de 2024. Il ressort déjà que la recherche de financement demeure l'un des défis majeurs à relever. Cela pour la création d'emplois et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Il s'agit d'orienter et de suivre la mise en œuvre des actions et mesures destinées à préserver et à créer des emplois,
renforcer les capacités des structures nationales de formation professionnelle, identifier les mesures visant l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes et celles relatives à une meilleure adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail. Dans cette optique, l'entrepreneuriat, l'adéquation formation-emploi et l'économie numérique restent les piliers et les axes de notre stratégie. Et pour le premier vice-président du conseil régional de Ségou, Yaya Bamba, la pêche se veut une opportunité aujourd'hui pour éviter l'enrôlement des jeunes par les groupes armés. Sortie de la 20e promotion du Centre d'études et de formation en informatique et business à CEFIB. L'événement a été célébré hier soir avec faste autour d'un cocktail. Au nombre de 30, les désormais diplômés se disent bien outillés à servir le pays. Bokari Koulibaly. Le Centre d'études et de formation en informatique et business met sur le marché de l'emploi 30 nouveaux diplômés. Pour magnifier cette consécration, les responsables de l'établissement offrent un cocktail aux étudiants et anciens en vue de mettre en place un système de réseautage. Ce cocktail est l'occasion offerte aux nouveaux diplômés et aux étudiants actuels de rencontrer les anciens, entre guillemets, afin de créer un système de réseautage et de coaching qui ne peut que leur être bénéfique. Nous célébrons aujourd'hui 30 nouveaux diplômés. Des diplômés en DUT, licence et master, dans les spécialités de maintenance, réseau et télécommunications, informatique de gestion et analyse programmeur. Diplôme en main, les étudiants finalistes louent la qualité des formations reçues. Ils se disent désormais aptes à relever les défis du marché de l'emploi. Nous sommes fiers de ce diplôme et de notre formation qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle. Le plus difficile, le plus dur commence maintenant. Soyez engagés, soyez agressifs, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'avoir un diplôme, il s'agit de pouvoir au moins se percer dans la vie socio-professionnelle. Reconnu d'utilité publique par l'État malien, les CEFIB œuvrent depuis plus d'une trentaine d'années à la formation de l'élite avec des résultats tangibles sur le marché de l'emploi. Les difficultés d'accès des politiques au Fonds national d'appui à l'agriculture sont au menu d'une journée d'échange à la rencontre initiée par la coalition des alternatives africaines d'aide et développement Mali. Batraoré. Au Mali, l'agriculture joue une place de choix dans l'économie car les 40% du produit intérieur brut proviennent de ce secteur qui utilise 80% de la population active. Les exploitantes domestiques qui contribuent à cet effort n'ont pas accès au financement. C'est pour répondre à cette problématique que la coalition des alternatives africaines d'aide et développement CAD Mali joue sa partition. La présente journée a pour objectif de faire un rappel aux autorités de prendre des dispositions pour l'accès des femmes au financement de l'agriculture, d'amener les décideurs politiques et administratifs à prendre des engagements permettant aux exploitants agricoles familiales d'accéder au financement public pour le bon déroulement de la campagne agricole à venir et pour le développement des activités de contre-saison. La journée des plaidoyers est organisée en partenariat avec l'ONG Oxfam Mali et regroupe les membres de 4 commissions du CNT, dont celle du développement rural et environnement. Il est temps de valoriser l'agriculture familiale et prévoir un financement conséquent de notre agriculture pour la rendre plus productive et compétitive. À travers cette assise, des propositions concrètes et des recommandations seront formulées pour une agriculture durable et performante. Le représentant du ministre de l'Agriculture salue l'initiative et rassure que la rencontre cadre avec les objectifs du département. Ouverture d'une session de plaidoyer pour la prise en compte des personnes vivant avec un handicap dans le domaine de la santé et de la reproduction. La présente session est initiée par l'Observatoire national du dividende démographique en partenariat avec les Fonds des Nations Unies pour la population. Suleiman Sidibé. Les personnes vivant avec un handicap font face à plusieurs problèmes quant à l'accès aux services de santé, notamment la santé de la reproduction, de la planification familiale, des protections et de prévention contre les VBG.
Pour résoudre ces différents problèmes, l'Observatoire national du dividende démographique et le Fonds des Nations unies pour la population prennent à bras le corps la question. Il s'agira de brosser la situation générale, les conditions de vie des personnes vivant avec le handicap, l'accès des personnes vivant avec handicap aux services de l'éducation, les difficultés d'accès et les besoins des personnes vivant avec handicap au service de la santé. Il faut reconnaître que les personnes vivant avec un handicap sont sujettes à des préjugés qui nous empêchent d'avoir accès à la santé tout court et surtout à la santé de la reproduction. L'initiative est le fruit d'un partenariat entre le Mali et le Fonds des Nations unies pour la population. Comment est-ce qu'on peut développer des politiques nationales qui ont pour but de ne laisser personne pour compte, que chaque personne dans la société compte. Pour apporter une contribution à la réalisation des objectifs de développement inclusive et à la prise en compte des besoins et aspirations des personnes vivant avec handicap, l'Observatoire national du dividende démographique du Mali, en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour la population, a réalisé une étude afin de déterminer la meilleure approche pour la prise en charge efficace et efficiente de dites personnes en leur offrant des services de santé de la reproduction, l'accès à la planification familiale, la prévention et la protection contre les violences basées sur le genre sous toutes ses formes. Au cours de la journée, des sessions de plaidoyer de même nature sont organisées dans 2 régions du Mali, à savoir Tombouctou et la région de Gao. Au moins 14 264 cas de violences basées sur les genres ont été rapportés en 2022 selon le système d'information des VBG. 98% ont été commises sur les femmes et les filles, notamment 39% de viols et 17% d'agressions sexuelles. Pour réduire les violences faites aux femmes en période électorale, l'UNIFEM et les réseaux des femmes africaines, ministres et parlementaires du Mali organisent une journée de sensibilisation des femmes sur leur rôle et responsabilités dans la lutte contre les VBG en période électorale. Maïmouna Doumbia. La présente journée permettra de promouvoir les bonnes pratiques en matière de lutte contre les violences faites à l'égard des femmes et des filles. L'occasion est opportune pour renforcer la prévention et la protection des femmes et des filles qui sont les plus vulnérables. Une élection n'est ni compétitive ni démocratique si des tactiques violentes ou injustes sont utilisées pour restreindre la participation d'une couche donnée. Certaines de ces tactiques peuvent paraître évidentes, mais plusieurs autres sont difficiles à identifier sans une évaluation approfondie. L'une des missions de l'ONU Femmes est de faire en sorte que les priorités des femmes et des jeunes filles soient placées au cœur des décisions électorales. C'est dans le souci d'atteindre cet objectif qu'elle organise cette journée. Elle rentre dans le cadre du plaidoyer de haut niveau pour l'amélioration des conditions de vie des femmes et des filles du Mali et la promotion de leur pleine participation de manière générale à la vie du pays, mais dans le domaine politique de manière particulière. Les femmes sont convoitées par tous les prétendants au poste électif dans notre pays. Elles constituent un réel vivier électoral utilisé pour accéder au pouvoir et demeurent assez manipulables à cause de plusieurs facteurs, notamment la pauvreté et un faible niveau d'instruction, voire l'analphabétisme, puisant leurs origines notamment dans les inégalités historiques des sexes et du système patriarcal quasi-hégémonique dans notre pays. Cette session, faut-il le rappeler, s'inscrit dans le cadre de la célébration des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, 23e édition.
À présent, la page sport, c'est avec vous, Abdul Karim Kaba. Bonsoir. Bonsoir, Fosson Toukara, et bonsoir tout le monde. La 10e journée du championnat national de Ligue 1 a pris fin ce soir. Oui, avec quelques rencontres, notamment l'US Kita qui signe sa première victoire de la saison en battant les 11 créateurs de Nierla par le minimum d'un but à 0. L'ESCO et l'US Bougouni ont fait match nul un but partout. Afrique Football Elite a perdu 0-2 contre le Stade Malien de Bamako. C'est par ce même score de 2 buts à 0. Bien sûr que l'Union sportive de Bougouba s'est imposée face à l'AS Police. Eh bien, hier, 4 autres rencontres étaient au programme, notamment la victoire de l'AS Bakaridjan devant le Djulé-Bassé, 1 but à 0. Et bonne opération pour l'USFAS qui gagne largement par 4 buts à 1 devant l'AS Black Star de Badelabougou. Le leader, le Real, a fait match nul avec Binga FC 0 but partout et le club olympique de Bamako a battu ATS de Koro par le minimum d'un but à 0. Jeu de dames, le championnat national a connu son épilogue dans la semaine par le sacre de Ladji Sako Kamara. Et oui, Ladji Sako Kamara termine à la première place de ce championnat national de jeu de dames. Il a suivi de Moussa Diallo et Moussa Koulibaly. Ils ont respectivement eu 18, 17 et 16 points à l'issue du championnat national de jeu de dames. La compétition a regroupé toutes les ligues du Mali pendant 10 jours au Carrefour des Jeunes de Bamako. L'organisation de ce championnat a été une réussite, surtout une première avec à la tête de la fédération Ladji Sara. Les lauréats représenteront le Mali lors de différentes compétitions continentales et internationales. Handball, bien sûr, la saison 2023-2024 de la Fédération malienne de handball, eh bien, officiellement avec la remise des prix à Moussa Diallo, deuxième prix du championnat national de jeu de dames. Et le premier prix est venu donc à Ladji Sako Kamara, qui s'est classé premier du championnat national de jeu de dames. C'était dans la semaine Carrefour des jeunes de Bamako. Handball à présent, la saison 2023-2024 de la Fédération malienne de la discipline a officiellement donné son coup d'envoi cet après-midi dans la salle Salamatou Maïga du Palais des Sports à faveur de la Super Coupe. Mesdames et messieurs, d'abord en dames, le détenteur de la Coupe du Mali, le centre Omnisport de Missabougou COM, s'est incliné 25-27 devant l'AS Police championne du Mali en titre. La rencontre des hommes entre Sigui et Dekaï, vainqueur de la Coupe du Mali, et l'USFAS, championne du Mali, s'est soldée par une victoire des militaires 26-22. À suivre donc le compte-rendu de ces deux matchs demain avec Salif Ouedrago et volleyball pour terminer. Fessoni Tunkara, le championnat national et la Coupe du Mali combinée saison 2022-2023 démarre demain dimanche dans la salle Abdallah Maman Haïdara du stade 26 mars de Irimadio. La compétition regroupera toutes les équipes du Mali et les équipes des districts de Bamako. Bien sûr, le tirage au sort sera effectué ce soir. En marge de ce championnat, il y aura l'Assemblée générale élective de la Fédération malienne de volleyball. Merci beaucoup, Abdul Karim Kaba, pour toutes ces informations. Merci bien. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.